Pendant que le bombardement se poursuit, l'un des événements les plus notables de ce mois de décembre survient le 17. Ce jour-là, un parlementaire envoyé par le général de Tresco, commandant des troupes ennemies devant Belfort, apporte une lettre destinée au colonel Aristide d'Enfer-Rochereau. Dans cette lettre, le président de la Confédération suisse informe Aristide d'Enfer-Rochereau qu'il allait tenter d'obtenir du général de Tresco la sortie des vieillards, des femmes et des enfants de la place de Belfort. Explique le lieutenant Léon Belin. La Suisse avait déjà effectué une telle démarche pendant le bombardement de Strasbourg. Les autorités civiles de Belfort furent informées de la démarche des Suisses et invitées à dresser la liste des personnes appelées à en bénéficier. Beaucoup de vieillards, de femmes et d'enfants se firent inscrire. On attendait avec anxiété l'heure du départ. Édouard Meignier recense 1251 demandes. Chiffre énorme pour une population qui était déjà réduite par la suite des départs à 4000 habitants environ. Le 19 décembre, le soldat Édouard Doll note dans son journal. On ne parle pas encore du moment où aurait lieu l'armistice de quelques heures pour la sortie des femmes, des enfants et des vieillards. On dit que les Allemands ont fait à cet égard des conditions inacceptables. C'est-à-dire qu'ils entendraient que, tandis que le feu cesserait de part et d'autre, ils auraient le droit de continuer leurs travaux de siège. Pendant ce temps, la ville, les faubourgs, les forts de l'Est et du Sud reçoivent une pluie de fer, raconte Léon Belin. La plupart des maisons ont leurs murailles percées, les toitures démolies. Les rues sont pleines de décombres. On y circule avec peine. Un obus éclate dans une salle de l'hôpital militaire, coupe un infirmier en deux, tue un malade dans son lit et blesse un médecin et une sœur de charité. On fait évacuer complètement l'hôpital, en y laissant seulement les malades et les blessés prussiens. Puis survient une légère accalmie vers le 20 décembre. Un soldat anonyme décrit le spectacle que découvrent les quelques habitants qui sortent des caves pour constater les dégâts. Les rues étaient jonchées de débris, de tuiles et de décombres de toutes sortes. Les toits s'affaissaient en des masses irrégulières et par les temps de dégel faisaient pleuvoir les tuiles qui n'étaient plus guère retenues que par la neige et la glace où elles s'incrustaient. Il est des maisons dont des coins entiers étaient enlevés. Il y en est d'autres qui rappelaient de véritables carcasses, abîmées qu'elles étaient à la fois par le fer et par le feu. Il souligne le sort des habitants confrontés à un genre de vie débilitant et des chagrins concentrés. Entre le jour et la nuit, il n'y avait plus de différence. La vie exceptionnellement casanière, les ennuis d'une oisiveté forcée, l'épuisement de l'esprit en conjecture, la flamme qui éclairait devenue presque insupportable, et surtout les terribles émotions de chaque jour faisaient peser l'oppression sourde et générale des cauchemars. Chacun s'inquiète pour sa famille, pour ses amis, pour les malades atteints de la petite vérole ou de la fièvre typhoïde, confinés dans l'atmosphère malsaine des caves. La mort peut vous cueillir à tout moment. Dans la maison du procureur Machina, place d'Armes, 2 domestiques sont tués à l'entrée de la cave par un obus. Un autre projectile dévaste tout dans la maison du marchand de toile M. Touvert, tuant sa fille. Au fourneau, Pierre Millet et sa femme ont chacun une cuisse coupée dans leur lit et meurent des suites de leurs blessures. Un de leurs fils est tué quelques jours plus tard par un éclat d'obus dans une autre maison du fourneau. Une jeune fille a une mâchoire fracassée alors qu'elle se réfugie sous un abri. Le soldat anonyme poursuit. Lors même que l'on était en sûreté dans une cave bien voûtée, quand chaque jour amenait un nouvel obus dans la maison, et qu'on entendait par-dessus sa tête de terribles dégringolades, puis qu'en allant par un escalier chancelant, jeter un coup d'œil furtif dans les étages supérieurs, on apercevait des plafonds effondrés, les meubles brisés, les portes disparues, alors le cœur se serrait. Un nuage passait devant les yeux, et on se demandait avec angoisse si réellement la défense n'avait pu mieux faire, si elle ne pouvait pas empêcher l'ennemi d'établir ses batteries si près de la ville, si à cette heure-là on ne pouvait pas les déloger de ses positions. Même dans sa casemate pourtant située dans l'enceinte de la citadelle, la famille de mademoiselle M. Caron n'est guère mieux logée. Elle note, le 13 décembre, « Bombardement déchaîné de toutes parts. On ne s'entend plus. Nous pleurons, nous prions pour la conservation. » Le 16 décembre, « Tout vole autour de nous. Terre, projectiles, pierres. On entend les maisons dégringoler en ville. » Et chacun de se demander quand aboutira la démarche des Suisses pour l'évacuation des civils.